Bonjour, enchantée de vous connaître. Je veux parler, ou maintenant, je suis latiniste, alors je peux commencer avec Panem et Circenses. Et rien n'a changé depuis milliers d'années. Hein? Alors ça dépend. Ça dépend de comment on voit les choses, si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire justement qu'avant, c'était effectivement du pain et des jeux, mais qu'aujourd'hui, avec la médiatisation très très importante du sport, mais aussi avec l'apparition des réseaux sociaux, aujourd'hui, beaucoup de personnes en fait peuvent utiliser le sport pour diffuser leur propre perspective, leur propre vision du monde, leurs propres opinions politiques. Et donc, je ne dirais pas que c'est du pain et des jeux. Il y a cette partie-là, c'est vrai, mais le sport, c'est aussi ce qu'on en fait, et c'est ce que beaucoup de gens essaient d'en faire, finalement. Et donc, je crois que pour la première fois dans l'histoire du monde, même de l'histoire de l'humanité, en fait, le sport est devenu un fait social total qui peut être utilisé par tout le monde. Alors évidemment, c'est surtout les puissants qui l'utilisent. Ce sont toujours des méga événements. Tout à fait. Les Jeux olympiques, le Coupe du Monde. Et je pensais toujours que c'est 4 années, comme les élections. Et ça, c'est très intéressant, comme les grands cycles naturels. Et c'est Pierre de Coubertin qui a remis ça à l'ordre du jour à la fin du 19e siècle. Mais il faut se souvenir, bien sûr, que les Jeux olympiques existaient déjà. C'est ce qu'on appelait les Jeux panhelléniques à l'époque de la Grèce antique, donc il y a plus de 2000 ans maintenant, bien sûr. Aujourd'hui, c'est devenu un rituel. C'est un rituel qui réunit l'humanité tous les 4 ans ou tous les 2 ans. Donc on a les Jeux olympiques d'été, Jeux olympiques d'hiver. L'idée, c'est que tout le monde doit pouvoir y participer, tout le monde doit pouvoir se rencontrer, qu'importe les guerres, qu'importe les conflits. Le problème, c'est que la réalité, évidemment, est éloignée de cette fiction, de ce fantasme, puisqu'un certain nombre de... Le problème, c'est que les choses politiques, les conflits, durent autant les Jeux olympiques. C'est ça. Non, ça, c'est le présent. C'est le présent, et c'est pour ça qu'on parle un peu de fantasme olympique, puisque le CIO, le Comité international olympique, lui, il veut justement que la trêve olympique fonctionne, que les guerres s'arrêtent pendant la compétition. Mais ça n'est pas le cas. C'est pour cette raison qu'on a des pays qui continuent la guerre ou qu'on a même des pays qui sont expulsés des compétitions. En fait, le sport, il est le reflet des relations internationales, mais il est aussi partie prenante des conflits mondiaux. C'est-à-dire que, par exemple, Israël ne peut pas concourir contre un certain nombre de pays du Moyen-Orient, tout simplement parce que ces pays soit ne reconnaissent pas l'existence d'Israël, soit refusent de concourir contre elle en raison de la guerre actuelle. C'est intéressant que nous avons beaucoup d'équipes nationales que d'États au monde, par exemple. On a plus d'États, oui. On a plus d'équipes nationales que d'États, parce que l'ONU, finalement, est en retard sur la géographie du CIO. Et le nationalisme très caché. En fait, c'est quand vous êtes une population en quête de reconnaissance, mais que vous n'avez pas l'indépendance, l'une des premières choses que vous faites, c'est de vous créer une équipe nationale de sport. Donc ça peut être de football, ça peut être une équipe olympique, etc. On l'a vu, la Palestine n'est pas un État reconnu à l'ONU. Pour autant, elle dispose d'une équipe olympique, elle dispose d'une équipe de football, elle participe à des compétitions internationales, etc. En fait, ce que ça veut dire, c'est que la géographie du sport n'est pas la même que la géographie politique. Et en ce sens, c'est de la géopolitique. En fait, le sport est utilisé aujourd'hui par beaucoup d'acteurs différents pour exister, et ça peut fonctionner. La géographie du sport, c'est pas la même c'est pas la même géographie politique, mais c'est peut-être le sport, c'est politique. Ah oui, bien sûr. Oui, le sport, c'est politique. Le sport, par essence, est politique. Le sport, c'est ce qu'on appelle un fait social total. Donc ça touche tout le monde, qu'on le veuille ou non. Que vous le vouliez ou non, vous entendez parler des Jeux olympiques, de la Coupe du monde de football, etc. À partir de ce moment-là, un fait social total, il est utilisé, il est
politisé et il influence les relations internationales et la géopolitique mondiale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les organisations du sport, elles, se défendent de faire de la politique, et pourtant, croyez-moi, elles en font tous les jours. Et sur les grands stades ou dans les grandes salles ou sur les réseaux, nous pouvons faire nous pouvons éclater et afficher notre emblème national, l'hymne, tous les symboles. Tout à fait, c'est ça le paradoxe en fait. Le sport est censé être neutre et apolitique, mais par définition, c'est politique dès le départ. À partir du moment où on entend votre hymne, où on montre votre drapeau, vos slogans, etc. Oui, la fierté. Hein? C'est le patriotisme, en fait. Mais c'est très intéressant. Peut-être beaucoup de monde, si je passe dans la rue, ne connaît pas le nom de votre premier ministre de France. Mais tout le monde sait Zinedine Zidane. C'est vrai. Et peut-être le Français ne connaît pas la vraie capitale, non? Budapest ou Bucarest, la capitale du Roumanie. Vrai. Mais tout le monde sait de Nadia ou Gheorghe Hagi. Bien sûr. Vous avez tout à fait raison. C'est tout à fait ça. Le sport est devenu tellement populaire qu'il véhicule des représentations très fortes sur tel ou tel pays. Et si on parle de la France, par exemple, effectivement, Zinedine Zidane est peut-être l'une des personnalités les plus connues en fait, de l'histoire de France, tout comme Matt Tyson, par exemple, aux États-Unis, Nadia Comaneci, évidemment. Et en ce sens, c'est pour ça que les sportifs sont davantage que des sportifs. C'est aussi des symboles qui véhiculent des représentations si fortes qu'ils sont libres, mais parfois contrôlés, ou en tout cas tentés d'être contrôlés. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que selon les régimes dans lesquels vous vivez... Et maintenant, c'est votre niche. Je disais que c'est une niche, mais c'est pas une niche, c'est spécifique, non? Cette sorte de géopolitique... Bien sûr. Dans le pays du Poutine. Longtemps, c'était 20 ans. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, c'était il y a 10 ans maintenant. À l'époque, on en parlait. Vous êtes très très jeune, alors vous commencez à étudier ça à 20 ans ou... Alors j'ai 34 ans, donc j'ai commencé à 24 ans. Ah bon? Il y a 10 ans. Donc je suis toujours jeune, c'est gentil. Mais j'étais encore plus jeune à l'époque, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 10 ans, la géopolitique du sport... Ça changeait beaucoup. Hein. On en parlait très peu, en fait. Et aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Et c'est de plus en plus pris au sérieux. Et je trouve que c'est bien. Parce que je donne toujours 2 statistiques qui sont très importantes pour comprendre ce qu'est le sport aujourd'hui. Un méga événement sportif, c'est regardé par 4 à 5 milliards de téléspectateurs. C'est la moitié de l'humanité. Et maintenant, les réseaux sociaux. Et maintenant? Les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, évidemment, donc ça touche tout le monde. Et la deuxième statistique, c'est que le mouvement sportif mondial représente à peu près 2% du PIB mondial. 2 dépenses sur 100 touchent le sport, c'est énorme. Donc, il faut que ce soit pris au sérieux, et la géopolitique du sport doit être prise au sérieux. C'est pour ça que j'essaie de diffuser mes travaux, mais je crois que c'est aussi pour ça que mes travaux sont diffusés, en fait. Vous faisiez des études comme ça, très nichées. Oui, bien sûr. Il y a autant de sujets géopolitiques, de sciences humaines que de personnes, finalement. Moi, quand j'ai choisi de travailler là-dessus, je me souviens, mon directeur de thèse à l'époque m'avait dit « Lucas, si vous devez travailler sur quelque chose, il faut que ça vous passionne vraiment. » Et il m'avait demandé « Qu'est-ce qui vous passionne ?» Et j'avais dit, à l'époque, moi, 3 choses me passionnent, la géopolitique, la Russie et le sport. Mais pourquoi la Russie? Pourquoi vous avez... Parce que j'avais vécu là-bas. Vous êtes français? Peut-être. Ah, ça, c'est une autre question. Une autre histoire. Je voyageais beaucoup, etc. Je voyageais beaucoup dans la Russie. J'étais allé jusqu'au lac Baïkal, etc. Bref, évidemment, aujourd'hui, moi, je ne peux pas retourner en Russie, par exemple, à cause de la guerre. Passionné sur l'histoire, culture russe?
Tout à fait. Quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup. J'ai fait une fac, une université d'histoire, et j'ai été très intéressé par toute la question de la révolution russe, de l'Union soviétique, de ce que ça signifiait. Mais j'ai été aussi très intéressé par ce que ça signifiait la chute de l'URSS et la reconstruction de la Russie. Donc moi, ce que j'aime dans ce pays, ça n'est pas la guerre, évidemment, ça n'est pas nécessairement le pouvoir politique, etc. Pas du tout. Ce qui me passionne, moi, c'est comment on est passé d'un monde à l'autre et qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue des sciences humaines, etc. Qu'est-ce que vous avez découvert? Que c'est un long processus, très long, très lent. Lente. Très lent, que c'est un processus de décolonisation, d'un point de vue politique, géopolitique, au sein de l'espace post-soviétique, que ce processus, il va prendre probablement encore des années. Et ce que j'ai découvert, c'est que quand vous ne mettez pas des mots clairs sur votre passé, vous reproduisez les mêmes erreurs par la suite. Mais c'est vrai, c'est une légende sur la sympathie de France vis-à-vis de Russie, historiquement. Ah oui, historiquement, oui. Historiquement, c'est vrai qu'à l'époque de la guerre froide, par exemple, on avait beaucoup de personnalités politiques en France qui préconisaient un rapprochement avec Moscou, etc. Depuis le 24 février 2022 et l'invasion russe de l'Ukraine, les choses ont quand même bien changé. Hein. Aujourd'hui, une bonne partie de la population française est quand même très défiante à l'égard de la Russie. Il y a une vraie inquiétude, etc. Et je précise quand même, et c'est important. Et nous n'avons pas des enfants qui s'appellent Sacha maintenant, hein? Non, très peu. Bon, très peu. Très peu. C'est une blague maintenant. Bon, je me souviens des Jeux Olympiques d'hiver à Sochi, Oui. qui est en Abkhazie, qui appartient des républiques géorgiennes. Oui, oui, tout à fait. Et le monde était très, très mu. Alors, à l'époque, en 2014, Ouais. il y a eu quand même des protestations qui ont très- eu lieu quand même. Hein. Mais Sourdine comme ça. c'était pas la même époque. Mais moi, je me souviens quand même que pendant les Jeux Olympiques, au moment où il y a eu la guerre entre la Géorgie et la Russie, dans les médias en France, c'était la première chose dont on parlait. On disait, attention, il y a la guerre. Ouais. Et après, on parlait des Jeux Olympiques. Et attention, les Jeux Olympiques sont sur la guerre. Oui, tout à fait. Et donc, ça, Dans un territoire occupé. Et exactement. Et donc, c'est le reflet, hein, c'est ce que je disais, de la géopolitique et différentes représentations. le sport est politique et géopolitique. Et le sport, c'est tout à fait l'argent, pouvoir. Et maintenant quoi? Et encore quoi? Ah, le sport, c'est le reflet des hommes et des femmes. C'est ce qu'on en fait. Le sport peut servir à faire la guerre. Le sport peut servir à être utilisé comme un instrument de puissance douce pour attirer. Oui, soft power. Soft power, mais le sport peut aussi être utilisé pour rapprocher les peuples, créer des ponts entre les gens, pour aussi faire la paix. En fait, le sport, il peut être utilisé pour plus ou moins faire tout ce qu'on veut d'un point de vue politique et géopolitique. Encore faut-il prendre les bonnes décisions. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. C'est le verre plein ou le verre Exactement. moitié vide. Le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Pour le moment, il est plutôt à moitié vide. Nous pouvons avoir des prédictibilités sur ce méga phénomène parce que les Jeux Olympiques à Paris, cette année, ont fait des idées écologiques, des constructions éphémères, l'idée écolo vert, non? Des constructions vertes. Mais nous avons aussi le coup du monde à Qatar, Ouais. où les gens en avaient Pour le moment, sacrifié. Oui. bien sûr. Pour le moment, j'ai l'impression que les signaux sont plutôt négatifs, que le monde du sport n'arrive pas à s'adapter aux enjeux d'aujourd'hui.
Mais c'est aussi parce que, en réalité, la plupart des pays n'arrivent pas à s'adapter aux enjeux d'aujourd'hui, aux enjeux écologiques. On l'a vu avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. C'est l'illustration de ça, en fait. Et donc, que ce soit au Qatar, en Arabie Saoudite, aux États-Unis, le sport, c'est le reflet des politiques aujourd'hui. Et l'organisation en cet endroit, c'est un signe de pouvoir, bien sûr, non? Bien sûr. Ah, complètement. Quand vous accueillez un événement sportif, vous placez au centre de la carte du monde pendant 2 semaines, 1 mois, et tout le monde vous regarde. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant. Par contre, c'est une arme à double tranchant parce que beaucoup de gens, du coup, peuvent essayer de diffuser leur propre influence et de vous critiquer, par exemple. Et aussi, nous avons le sport les méga événements, une sorte de Saturnale moderne. Non? Tout le monde est affolé. Et c'est le signe de consommation de cette société de grands consommateurs. Et alors, c'est bien pour tout le monde, non? Pour les affaires, pour le tourisme sportif. D'un point de vue économique, le sport peut être utilisé effectivement pour faire des affaires, pour une entreprise, pour se créer une identité, etc. Mais les études montrent quand même que lorsqu'il y a des méga événements quelque part, généralement, les retombées économiques ne sont pas du tout à la hauteur des attentes. À Paris, pendant les 2 semaines des Jeux Olympiques, les commerçants se sont beaucoup plaints, justement, parce qu'ils ont beaucoup investi en amont. Mais en fait, pendant la compétition, il y a eu moins de dépenses de la part des touristes que prévu. OK. Et peut-être le sport est manipulation? Le sport, il est utilisé par beaucoup de... Une force. Il est une force. C'est un instrument de pouvoir. Donc il est utilisé par plein d'acteurs différents. Ça peut être des gouvernants. Donc moi, je peux penser évidemment à Vladimir Poutine, je peux penser à Xi Jinping, je peux penser évidemment même à Emmanuel Macron. On va le voir dans 4 ans, Donald Trump aussi. Chacun l'utilise à sa façon, avec ses propres méthodes, avec son propre système. L'important, c'est de le savoir, en fait. Et c'est pour ça que moi, ce que j'essaie de faire, c'est un travail de pédagogie, pour avoir un regard critique sur la façon dont les gens utilisent ce sport. Mais ça ne signifie pas pour autant que vous, moi, vous ne pouvez pas utiliser le sport aussi. Donc vous pouvez diffuser un message, vous pouvez créer une association, vous pouvez utiliser le sport comme un vecteur de paix pour diffuser finalement votre propre vision du monde. Ce que je veux dire par là, c'est que le sport, c'est un instrument de puissance, mais puissance ne signifie pas forcément quelque chose de négatif en réalité, et ça dépend à nouveau de ce qu'on en fait. Alors, si nous avons une autre conversation 10 ans après ce moment-là. Il y a 2 directions possibles. Soit on va vers un monde du sport qui réussit à se réguler et qui réussit à s'adapter aux enjeux contemporains, et alors il sera pérenne. Soit au contraire, le monde du sport n'arrive pas à s'adapter aux enjeux contemporains, et alors il risque d'éclater et de s'atomiser. C'est-à-dire qu'on va avoir la création de différents pôles sportifs à l'échelle internationale, et en fait les événements comme les Jeux Olympiques vont disparaître parce que les populations du monde refuseront en fait à un moment donné de se retrouver dans ces compétitions-là. Donc pour le moment, pour moi, on est à la croisée des chemins. Il y a 2 chemins possibles, mais je ne peux pas vous dire lequel sera choisi. Merci beaucoup d'avoir vous connaître. Merci à vous.